Bonjour, je suis Monica Gatter-Tuller, je suis professeure retraitée de l'Université de Genève, mais je continue à collaborer avec le laboratoire Life Innovation, Formation, Éducation, qui est dirigé par le professeur Olivier Molini. Et je continue aussi à accompagner les expériences en cours, soit en Suisse, soit en France, qui tentent d'aller dans le sens du développement des établissements scolaires et des professionnels de l'éducation. On m'a demandé de répondre à la question de savoir si l'établissement scolaire peut être un lieu de développement professionnel en faisant d'une part l'articulation avec la thématique de l'établissement scolaire apprenant et en offrant d'autre part une vision de la manière dont cette articulation est réalisée dans certains pays européens, plus spécifiquement dans le cadre de certaines expériences locales. Pour entrer en matière et pour répondre à la question de savoir si toute école, voire tout établissement scolaire pourra être apprenant, je répondrai donc par l'affirmative tout en nuançant ce oui. Car il s'agit, à mon avis, de plus précisément de savoir si toute école, tout établissement scolaire est à même d'être et à quelles conditions externes et internes un lieu de développement professionnel, voire d'apprentissage collectif. Pour cela, il me semble utile de revenir au débat initié dans les années 1990 à propos de la possibilité de transposer au domaine de l'éducation et de la formation les théories du domaine Organizational Learning qui ont été développées par certains auteurs anglo-saxons et de proposer à partir de là une définition de l'école apprenante. Je tenterai ensuite de montrer comment les modes de gouvernance successifs ont contribué à ce que les établissements soient progressivement considérés et ou se considèrent comme des lieux privilégiés de développement scolaire, tout en sachant que cette évolution renforce encore les contradictions, tensions et ambivalences qui vont de pair avec tout processus de changement. J'évoquerai enfin 2 exemples pour illustrer comment de tels processus peuvent être organisés de manière à contribuer au développement professionnel des acteurs impliqués. Et j'insisterai, pour conclure, sur la nécessité d'inscrire formation continue et développement professionnel dans un paradigme transformationnel partagé entre tous les acteurs concernés. Alors, si j'en viens à la définition d'école d'une culture apprenante qui pourrait servir comme fil rouge pour ce qui va être exposé par la suite, je reviens aux thèses qu'on avait développées avec Philippe Pernoud en 1991 déjà dans le cadre du congrès de la Société suisse de recherche en éducation, puis en affirmant que l'école apprend si elle s'en donne le droit, s'en croit capable et s'organise dans ce sens. Et puis les 6 thèses donc, tournent autour des thématiques suivantes: la valeur de la diversité, donc accepter qu'il y a des diversités dans tout le système, qu'il faut les reconnaître plutôt que d'insister sur l'uniformité, d'accorder le droit, d'accorder et de s'accorder le droit à l'erreur, parce que c'est comme ça qu'on apprend en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'organisme. De s'inscrire dans une épistémologie réaliste et critique, c'est-à-dire en admettant qu'il y a des limites de la connaissance de l'enfant et de l'apprentissage, de savoir d'admettre qu'il y a des impasses et des impuissances dans toute action pédagogique et en fait de se dégager des mécanismes défensifs et des effets de façade qui amènent à prétendre d'emblée que tout va bien, mais d'essayer d'une façon plutôt émancipée de s'engager dans un processus d'expérimentation pour voir comment on peut trouver des moyens pour améliorer les choses. Et ensuite, évidemment, le souci de la méthode. Ça veut dire qu'il faut se donner pour cela les droits et les moyens, s'organiser pour formuler les problèmes, pour identifier les variables changeables, surtout
dans un contexte particulier comme celui d'un établissement scolaire dans lequel les corps d'élèves, mais aussi la composition du personnel ne seront pas toujours les mêmes. Ensuite, de pratiquer une certaine objectivation, c'est-à-dire de se prendre soi-même en tant qu'établissement comme objet d'analyse, de théorisation, et puis enfin de s'engager dans une ouverture vers l'extérieur, d'accepter de regarder au-delà de ces quatre murs et aussi de se donner comme, de se proposer comme lieu d'observation à d'autres instances tels que les acteurs d'autres établissements scolaires ou bien encore l'université ou d'autres organisations de recherche. Ce qui est intéressant à ce propos, qu'on voit dans les différentes terminologies utilisées qui apparaissent depuis maintenant 20-30 ans régulièrement des termes différents tels que school development dans les terminologies anglaises ou bien Schulentwicklung dans les pays germanophones, mais que tous en fait se réfèrent au processus de développement collectif systématique et réflexif avec le but d'améliorer les apprentissages au sein de ce qu'on appelle une communauté éducative et que des processus débuteraient avec un diagnostic complet de l'état de la situation et viserait ensuite la professionnalisation de l'action collective, c'est-à-dire l'apprentissage collectif, de savoir comment en fait avancer au mieux. Et puis on voit aussi à ce propos des différences avec certains systèmes qui insistent sur l'effectiveness, l'efficience en fait, tels que les systèmes anglo-saxons, alors que les pays germano et francophones insistent plutôt sur le processus en termes de développement de la qualité. Alors, il y a trois sous-ensembles à cela. Donc, d'un côté, développement professionnel, d'un autre, développement organisationnel, voire développement de l'enseignement, apprentissage, avec chaque fois des pratiques qu'on voit, qu'on observe sur le terrain, qui sont en train de s'instaurer ici et là. Par rapport au développement professionnel, par exemple les feedbacks 360 degrés, coaching, supervision, la gestion des carrières, ainsi de suite. Par rapport au programme commun, on voit qu'on part maintenant de plus en plus d'un diagnostic de l'état de situation. On met en place des groupes de pilotage, sachant qu'on ne peut pas travailler avec l'ensemble du corps enseignant, mais on fait aussi appel à des accompagnements externes. Et puis on va dans le but d'une mise en œuvre distribuée, c'est-à-dire en favorisant aussi un leadership distribué au sein de l'établissement scolaire, en développant de pair les compétences nécessaires. Et puis enfin, en ce qui concerne le développement de l'enseignement-apprentissage, une importance majeure qui est accordée à cela, ça se traduit par des thèmes comme inclusion, ainsi de suite, avec les lesson studies, l'approche des pédagogies multiples, la coopération professionnelle et le travail en équipe, chaque fois autour de thématiques visant à améliorer les apprentissages tant des personnels que des élèves. Alors, en fait, on voit, en regardant un peu les recherches existantes, que de plus en plus, on insiste sur la nécessité que le développement professionnel ait lieu dans l'établissement sur site, tout en articulant diverses formes de formation continue externe et interne, mais en insistant aussi sur le fait que les apports de ces formations soient ensuite peaufinés dans un débat autour de le suivi de leur mise en œuvre dans les classes au sein de l'établissement scolaire. Puis, à propos de cela, on dit qu'il est important que l'établissement puisse fixer ses priorités, comme on ne peut pas travailler sur toutes les thématiques à la fois, et ceci en lien avec les priorités du système éducatif dont il fait partie, avec une révision de ces priorités qui serait entreprise tous les 3-5 ans, ensuite qui suivent son propre
de développement qui est fixe, donc ses propres objectifs et priorités de développement en relation avec sa situation de départ spécifique, donc le contexte, les acquis, les besoins, qu'il développe parallèlement, et j'y reviendrai, une culture d'auto-évaluation fondée sur le principe de l'evidence-based practice, qui mériterait un approfondissement en soi, mais le temps me manque. Et puis enfin, que le développement professionnel collectif serait pratiqué en lien avec les points précédents dans le but d'élargir ce que Hargreaves, Fallon et d'autres appellent depuis plusieurs années le capital professionnel, c'est-à-dire qui est un capital qui s'accroît dans l'établissement scolaire et puis qui pourrait ou devrait s'accroître en identifiant les compétences, d'un côté les compétences existantes, conscientes et inconscientes, elles ne le sont pas toujours, et à partir de cela, de cibler les développements à venir sur les compétences manquantes afin de pouvoir les combler. Autre élément important mis en évidence, c'est toute la problématique de la collaboration au sein des établissements scolaires, et Hargreaves et O'Connor distinguent à ce propos deux axes importants. D'un côté, le niveau de confiance à atteindre au sein de l'établissement scolaire pour que ça puisse marcher, et puis d'un autre côté, les niveaux de précision qui seraient nécessaires pour que, en fait, on ne puisse pas uniquement affirmer qu'on est en train de se développer, mais qu'on puisse aussi proposer des données, collecter des données pour effectivement vérifier que les affirmations correspondent à la réalité. Et puis, c'est important dans ce schéma, par exemple, de voir qu'en cas de niveau de confiance élevé et en même temps de niveau de précision élevé, on peut espérer d'arriver vers ce que Hargreaves et O'Connor appellent le professionnalisme coopératif, donc qui ne se contente pas uniquement d'être bien ensemble, d'être en confiance et ainsi de suite, mais aussi qui consiste à se donner pour se rendre compte et rendre compte des progressions réalisées. Alors tout cela, ça dépend grosso modo aussi de toutes les évolutions qui ont eu lieu depuis 1980 qui concernent les modes de gouvernance. Et puis en fait, on voit très bien, on voit sur ces schémas qu'on est parti plutôt dans les années 80, 1980 d'une gouvernance plutôt top-down, donc décisions prises par les par l'État et puis aussi avec une autorégulation de l'autre côté par la profession enseignante, mais en définitive une régulation externe des principaux objectifs de développement relativement faibles, mais aussi avec des communautés d'apprentissage qu'on ne pouvait pas qualifier comme telles. Années 90, renversement vers le bottom-up, c'est-à-dire c'est là qu'on voit dans la littérature aussi l'apparition des terminologies comme School Development ou Schulentwicklung, avec des développements qui sont basés, qui sont orientés réalisés au sein des établissements scolaires en lien avec le contexte existant et souvent négociés à l'échelle des degrés et des niveaux, mais rarement quand même impliquant l'établissement dans sa globalité et se basant plutôt sur des petites unités organisationnelles dans lesquelles pouvait exister une certaine confiance, mais sans aussi véritablement essayer de chercher un haut degré de précision, sans savoir vraiment en définitive si tout cela avait un impact sur les apprentissages des élèves. C'est un peu les études PISA qui ont créé un renversement là autour avec l'orientation vers ce qu'on appelle aujourd'hui le middle out,
avec une articulation entre confiance et précision, et puis la tentative d'aller dans le sens de développement plus négocié entre les autorités et puis la base. Avec tout un ensemble de champs de tension qui durent depuis les années 1980, entre maintien et transformation, entre distinction simple, juste, faux et éloge de l'erreur, entre vue d'ensemble et centration sur les détails, entre héros pédagogique, c'est-à-dire le plaisir d'agir ensemble et puis de pouvoir avoir l'effet sur les élèves, et la redevabilité par rapport aux autorités usagées, donc avec derrière ça tout l'appareil de l'évaluation qui paraît souvent pesant pour les gens parce qu'ils ne savent pas trop comment y aller. Et enfin, la question de savoir dans quelle mesure, en fait, il faut accorder la priorité au pouvoir générateur de la langue, donc créer un langage partagé, et le pouvoir, ou bien au pouvoir normatif des faits, des prescriptions, ainsi de suite. Deux exemples pour illustrer tout cela. Donc, d'un côté, le développement qui a été entrepris dans un établissement en Suisse romande, qui s'est engagé dans la conception et dans la mise en œuvre d'un projet d'établissement. Ça a débuté en 2017. 4 ans plus loin, en fait, où en sont-ils? Et donc la vision commune, c'était apprendre à travailler ensemble pour avancer avec 3 axes: pédagogie émancipatrice au service de la citoyenneté, enseignement et apprentissage, et organisation du travail. 4 ans plus tard, en fait, on constate que pratiquement tous les enseignants... excusez-moi. Tous les enseignants de l'établissement qui travaillent à plein temps collaborent dans des groupes de travail qui se sont engagés à atteindre les objectifs visés, avec une forte centration dans l'axe 1 sur la création de conseils d'élèves au sein desquels on discute de tout le contexte dans lequel on est amené à mieux apprendre et à mieux agir ensemble. Deuxièmement, dans l'enseignement et apprentissage, où les enseignants pendant 3 années ont travaillé ensemble au sein de groupes disciplinaires, organiser des formations communes, ainsi de suite, pour développer et analyser des séquences d'apprentissage, et qui actuellement semblent être intéressés à s'engager de tout un processus de recherche avec l'Institut de formation des enseignants de l'Université de Genève pour s'engager dans une analyse de travail plus approfondie. Et enfin, 3e axe, organisation du travail interne, où on est actuellement en train de centrer encore le travail sur une meilleure information des parents, en y impliquant aussi les élèves. Autre projet de recherche-action en cours actuellement dans l'Académie de Lyon, où l'idée est d'articuler en fait évaluation des processus avec l'élaboration des futurs contrats d'objectifs tripartites, et où on s'est engagé dans une recherche d'action sur 2 ans avec 8 collèges au cours de laquelle on essaye de combiner journées de formation auxquelles sont invités pour le moment les participants de groupes de pilotage qui ont été créés dans chacun des établissements scolaires, et journées de formation in situ avec tout un dispositif d'intervision aussi, pour d'abord élaborer les projets les contrats d'objectifs, et ensuite, dans une 2e phase, d'accompagner et de suivre la mise en œuvre des premières actions définies. C'est tout un travail qui est en cours, évidemment maintenant un peu perturbé par la
crise sanitaire, mais disons, malgré tout, on a l'impression que les établissements scolaires se sont bien engagés dans ce processus. Pour conclure, je dirais que tout cela, c'est en fait, ça peut réussir, ça devrait réussir, et puis les établissements scolaires devraient devenir des véritables lieux de développement professionnel à condition que l'ensemble des acteurs s'engagent dans ce qu'on peut appeler ou doit appeler un paradigme transformationnel qui est plutôt nouveau par rapport à ce qui s'est passé pendant les 20-30 années dernières. Et puis, en fait, on voit que parallèlement, il y a tout un ensemble de paradigmes qui ont prévalu et qui continuent à prévaloir. D'un côté, si on regarde en termes de pouvoir, contrôle de la qualité, si on regarde du côté de la responsabilisation locale, le besoin d'améliorer la qualité dans le temps et puis de manière continue, mais aussi ça y est. Ce que je dirais, ce qui était plutôt d'actualité les dernières 10 années, l'idée d'un développement de la qualité en insistant sur les processus, mais sans véritablement se donner les moyens pour précisément recueillir des données pour pouvoir vérifier si les processus en cours atteignent les résultats visés. Et enfin, ce paradigme de la transformation de la qualité pour lequel on a besoin d'un côté que les gens aient confiance les uns et les autres, mais aussi qu'ils aient développé des compétences professionnelles nécessaires pour s'engager dans une vérification de ce qu'ils font, en fait, dans une production de preuves de leurs propres avancées. Et je pense que ça, c'est un des défis majeurs pour les années à venir. On essaye de le relever dans les deux expériences que je viens de mentionner. Et je pense que ça devra être un objet de recherche important pour les prochaines années. Voilà, je vous remercie. C'est à peu près ce que je voulais vous dire dans les 20 minutes qui m'ont été imparties. Et j'espère que ça pourrait être utile pour vos prochains échanges et discussions.